du Donc, l'enregistrement sera disponible sur le site Internet du RTCU dans les prochains jours. Donc, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à mettre la sourdine pour éviter qu'il y ait des distractions et puis d'utiliser le petit icône pour lever la main si jamais vous avez des questions. Et si jamais il y a des problématiques, vous pouvez écrire aussi, m'écrire dans le chat. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à vos questions. Alors, bienvenue pour ce dernier webinaire avant l'été. Puis, donc, je suis content là qu'on a 25 participants environ pour la saison. Là, je trouve ça intéressant. Donc, on prendra une pause cet été, puis ensuite, on reviendra avec quelques webinaires en automne. Puis à ce sujet-là, je vais vous inviter les membres à m'envoyer des suggestions. Là. Si jamais vous avez des besoins, vous avez des idées là, en termes de webinaires, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît. OK? Ça va me donner un peu d'inspiration. Donc là, on est 25 participants. Le déroulement sera le suivant, 30 à 45 minutes de présentation suivi d'une petite période de questions. Ça va jusque-là, tout le monde? Oui. OK. Donc, l'enregistrement est en cours. L'objectif, L'objectif du webinaire, c'est en fait que les usagers du système de santé vont être en contact dorénavant et en fait en relation avec l'IPS, donc l'infirmière spécialisée pour divers actes qui étaient réservés là, autrefois aux médecins. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de mieux faire connaître le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée, l'IPS, notamment dans le contexte d'une nouvelle réglementation là, qui est rentrée, en rentrant en vigueur au mois de janvier 2021. Donc, je vous présente Mme Christine Laliberté, qui sera l'animatrice, co-animatrice avec Isabelle Levasseur. Alors, Mme Laliberté est infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, IPSPL. Elle est chargée de cours, superviseur et coordonnatrice de stage à l'Université Laval. Donc, elle fait partie des gens qui forment les IPS. Puis, elle est présidente. Attendez, on va couper le son. Oui, merci. Alors, elle est présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, l'AIPSQ. Et puis, nous avons aussi Mme Isabelle Levasseur, qui est vice-présidente de l'AIPSQ. Et sans plus tarder, je vais les laisser animer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Ça nous fait super plaisir. En fait, on travaille pour les gens, avec les patients et pour les patients. Donc, ça nous fait, c'est un immense honneur pour nous de vous présenter aujourd'hui notre rôle et qu'est-ce qu'on peut vous apporter, d'utiliser le bon langage que vous souhaitez qu'on utilise. Le mot patient est un mot qu'on utilise à tort et à travers. On vient qu'on ne sait plus si c'est le bon mot qu'on utilise même là. Et on vous trouve très patient d'utiliser le système de santé. Donc, on est très préoccupé aussi de s'assurer que le service soit adéquat. Donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup investi, les infirmières praticiennes spécialisées, notamment pour faire évoluer le rôle de l'IPS. Quand on dit IPS, c'est l'acronyme vraiment d'infirmière praticienne spécialisée. Vous allez nous entendre le dire à plusieurs reprises. Donc, pour nous, c'était essentiel de s'investir pour obtenir un rôle qui est similaire aux infirmières praticiennes des autres provinces et territoires canadiens. On se dit que le Québec n'a pas à avoir moins qu'ailleurs par le niveau de formation. Puis aujourd'hui, on va vous présenter justement tout ce qui tourne autour de notre rôle et de notre profession pour vous aider à bien voir là, ce qu'on peut vous apporter. Alors, Isabelle, je ne sais pas si tu aimerais aussi dire un petit mot, puis je vais partager mon écran aussi là, pour mettre la présentation disponible. Merci. En fait, tout comme Christine, là, je veux juste vous dire à quel point on est content de vous rencontrer. Le comité des usagers fait vraiment partie prenante là, des CIS, mais du ministère aussi. Moi, je suis au CIS de Laval et puis des usagers partenaires, nous en avons dans à peu près tous nos nouveaux groupes ou bref, quand on a des comités. Fait que je suis vraiment contente de vous rencontrer.
Donc, au niveau de la présentation en tant que telle, aujourd'hui, on fait vraiment le volet présentation patient. S'il y avait des gens parmi vous qui étaient intéressés d'aller voir un petit peu plus loin les changements réglementaires qui ont eu lieu, le 22 janvier, on a fait une présentation qui a été enregistrée, qui est disponible au lien que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, ça, pour aller chercher un peu plus de détails, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller le chercher, là, je vous rassure. Qu'on vous donne aujourd'hui est très complémentaire et va chercher l'essentiel pour vous, mais on vous offre l'opportunité si jamais vous vouliez le faire parce qu'on avait quand même offert la présentation aux gens du réseau de la santé, mais aussi pour les patients qui souhaitaient, les usagers qui souhaitaient finalement aussi voir la présentation. Donc, nous, comme on mentionnait, moi, je suis présidente, Isabelle, vice-présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. On est toutes les deux là depuis 6 ans, pour moi, 7 ans pour Isabelle, parce qu'on y croit beaucoup, là, parce que s'investir, vous le savez, hein, dans le bénévolat, c'est toujours un gros travail, mais on y croit vraiment beaucoup. L'association a été créée en 2005. C'est un organisme qui est à but non lucratif, donc c'est vraiment du travail bénévole. C'est vraiment par nos valeurs puis le désir de faire avancer les choses qu'on s'est investi là. Il n'y a aucune attache syndicale, il n'y a pas non plus aucune attache corporative, d'où l'importance de notre présence pour faire évoluer notre rôle parce que justement, ce n'est pas influencé par rien d'autre que les besoins populationnels. Et c'est l'objectif de notre présence finalement. Alors, la mission de l'association, c'est d'assurer le développement et l'uniformité du rôle des infirmières praticiennes spécialisées du Québec pour répondre aux attentes de la population à son égard et assurer aussi une homogénéité de la pratique. Et c'est ce que je vous parlais en lien avec le reste du Canada. On n'a pas le même rôle. On est prêt d'avoir maintenant le même rôle qu'elles ont, mais pas encore, bien qu'on ait la même formation. Ensuite, on est membre de d'autres associations qui sont en lien avec le développement professionnel des infirmières au Canada, entre autres l'Association des infirmières praticiennes de l'Ontario qui a beaucoup avancé le rôle là, depuis de nombreuses années. L'Association des infirmières et infirmiers du Canada qui va faire évoluer le rôle de toutes pas juste les infirmières praticiennes, mais aussi les autres types de professionnels en soins infirmiers. Et l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Canada. Donc, on est en lien avec chacune des territoires, chacune des provinces, dépendant de ce qu'on a besoin de travailler. Les infirmières praticiennes, en fait, sont membres de notre association de façon volontaire. On n'est pas l'ordre professionnel, on est vraiment une association avec un mandat différent, l'ordre un mandat de protection du public. Et c'est aussi notre organisme réglementaire. On est aussi en support des autres provinces, en fait, pas provinces, mais des autres endroits francophones dans le monde qui veulent développer le rôle en pratique infirmière avancée, dont la France avec Nantes, Paris, puis le Brésil, évidemment, pas francophone nécessairement, mais le Brésil, mais aussi en Suisse avec Lausanne pour les aider dans l'évolution du rôle qui suit quand même d'assez près celui que nous, on fait évoluer ici au Québec actuellement. Alors, pour la présentation en soi, on va vous parler du contexte du changement réglementaire, de nos classes de spécialité, les domaines de soins, la formation académique, le rôle de l'infirmière praticienne et la pratique avancée, le profil de pratique des infirmières praticiennes, les clientèles et les milieux où on peut se situer et les activités cliniques administratives des infirmières praticiennes en fonction des changements réglementaires avant de conclure. Donc, si on regarde le contexte en tant que tel, il y a eu un gros changement législatif cette année. Puis, en fait, ce qui est majeur là-dedans, c'est que jusqu'à maintenant, l'exercice des infirmières praticiennes était vraiment réglementé et en lien avec la loi médicale. Maintenant, c'est vraiment la loi sur les infirmières et infirmiers au Québec et c'est notre ordre professionnel et non pas le Collège des médecins qui maintenant exercent une surveillance de notre pratique. Il y a encore une implication de leur part, évidemment, parce qu'on a un travail qui est connexe, il y a une collaboration à maintenir, mais c'est vraiment les infirmières qui gèrent les infirmières. Il y a eu des modifications dans la loi aussi qui ont fait en sorte que c'est les directrices des soins infirmiers maintenant qui sont responsables de la surveillance de la qualité de l'acte des activités des infirmières praticiennes. Donc, les médecins n'auront plus besoin de faire cette surveillance-là. Et dans notre champ d'exercice, je vais vous présenter un petit peu plus loin les modifications réglementaires qui ont eu lieu en vous expliquant qu'est-ce qu'on peut faire comme service. Il y a 3 nouvelles activités qui sont là, dont une qui est principale, qui est de poser des diagnostics.
ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puis ça a eu un impact majeur parce que ça a fait modifier 10 lois et 30 règlements supplémentaires qui nous amènent dans des activités qui, dans le fond, de par notre expérience clinique, on voyait là, que le patient était pénalisé dans ses visites, il était obligé de revenir soit voir un autre professionnel, voir un médecin, puis il était obligé de dédoubler ses rendez-vous. Donc, on a beaucoup défendu ça au cours du développement de la nouvelle loi pour s'assurer que ce ne soit plus nécessaire. Alors, je pourrais vous en parler là, dans l'une des diapositives. Une autre chose qui était absolument nécessaire, c'était une entente de partenariat obligatoire avec une équipe médicale. Maintenant, on va parler plus de collaboration sans entente obligatoire. L'entente antérieurement venait aussi créer des liens dans notre pratique. Par exemple, si nos médecins partenaires ne faisaient pas de suivi de grossesse, bien, l'infirmière praticienne, même si elle avait été formée pour faire un suivi de grossesse, elle ne pouvait plus le faire. Elle ne pouvait pas le faire. Si, par exemple, on voulait faire des soins à domicile, travailler auprès des personnes âgées, puis que les médecins ne le faisaient pas, on ne pouvait pas le faire. Alors, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, c'est possible pour nous de faire un suivi global de tous les groupes d'âge de patients, peu importe, selon nos créneaux à nous personnellement. Alors, je vais laisser Isabelle, à partir d'ici, vous présenter justement la formation et autres, puis moi, je vais revenir plus pour l'aspect réglementaire administratif un petit peu plus loin. Donc, depuis 2018, on a 5 classes de spécialités qui sont officielles au Québec. Donc, vous allez voir, on a beaucoup d'abréviations parce que sinon, c'est très long comme titre. Donc, on a les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne qui sont comme Christine et moi, en fait. Là, nous sommes les 2 IPS-PL. On a les IPS en soins aux adultes que nous appelons les IPS-SA. On a maintenant nos collègues qui sont en santé mentale, en fait, nos IPS-SM, en néonatologie, donc ceux qui sont auprès de jeunes bébés, là, en fait, naissants, là, qui sont les IPS-NN. Et puis, on a celles en soins pédiatriques, donc, je vous dirais, qui sont plus auprès de jeunes enfants jusqu'à l'adolescence, nos IPS-SP. Donc, les IPS-PL sont, dans le fond, une des classes qui sont assez, depuis, en fait, 2008. Et si vous regardez au niveau de l'historique, en 2005, c'est là que les nouvelles infirmières, bien, que le rôle d'infirmière praticienne spécialisée là, a été débuté. On avait les IPS en néonatologie, on avait les IPS à ce moment-là qui étaient en cardiologie et en néphrologie, excusez-moi. Donc, ça a été vraiment les 3 spécialités d'infirmières praticiennes qui ont été créées initialement. On a les soins de première ligne en 2007 là, qui a été créé aussi. En 2018, suite à un changement de réglementation de l'Ordre des infirmières, on a fait, dans le fond, il y a eu une fusion là, au niveau des IPS en cardiologie et en néphrologie pour créer la classe de spécialité IPS en soins aux adultes. Donc, c'est comme ça maintenant que nous pouvons les appeler. Puis, on va voir un petit peu plus loin, en fait, le détail de tout ça. Et nos IPS en santé mentale et en soins pédiatriques ont été aussi à ce moment-là créés là, par règlement de l'Ordre des infirmières en 2018. Donc, comme vous voyez, en date, en fait, du 31 mars 2021, au Québec, les infirmières praticiennes spécialisées certifiées sont au nombre de 842. Et toutes les autres qu'on appelle étudiantes ou IPS candidates, ce qui veut dire que les IPS candidates, en fait, c'est celles qui n'ont pas encore effectué leur examen professionnel. En fait, l'Ordre des infirmières a créé un examen professionnel là, que nous devons en fait réussir là, pour avoir notre classe de spécialité comme infirmière praticienne spécialisée. Donc, il était au total de 1358. Donc, voilà. Donc, il y a 2 classes de spécialités qui peuvent changer de domaine de soins. Donc, c'est celles qui sont en soins aux adultes et celles en soins pédiatriques. En fait, les classes de spécialité, c'est vraiment de se spécialiser avec une clientèle particulière. Elles sont principalement en centre hospitalier ou en clinique externe. Donc, c'est principalement en 2e ligne, en 3e ligne ou même là, en centre quaternaire. Et dans les soins aux adultes, là, on peut parler, par exemple, là, de cardiologie, comme j'ai nommé tout à l'heure, néphrologie, médecine interne. On va probablement en avoir prochainement en neurologie,
Il peut en avoir aussi en urologie, il va en avoir en soins chirurgicaux. Donc, tu sais, l'étendue est assez vaste, mais va être limitée, je vous dirais, à peu près une quinzaine de spécialités là, qui vont être ciblées selon vraiment les besoins populationnels. Et c'est la même chose, dans le fond, pour les IPS en soins pédiatriques, là, qui vont, elles aussi, avoir des domaines de spécialité qui sont similaires, je vous dirais, là, à ceux en soins aux adultes. On peut décider, comme infirmière praticienne, de changer de domaine de soins, mais à ce moment, l'infirmière praticienne va devoir quand même aller démontrer là, à l'ordre des infirmières qu'elle va avoir fait, dans le fond, une spécialisation, puis probablement quelques semaines, voire mois, en fait, là, pour aller se spécialiser dans un nouveau domaine. Donc, c'est quoi notre formation académique comme infirmière praticienne spécialisée? On parlait tantôt de se comparer avec le reste du Canada. Dans le fond, au niveau canadien, c'est au Québec, on a le nombre d'heures et le nombre de crédits le plus élevé, en fait, pour pouvoir être infirmière praticienne spécialisée. Donc, initialement, on doit avoir fait un baccalauréat en sciences infirmières. On doit minimalement avoir 2 ans d'expérience, dont au moins une année qui va être vraiment dans la spécialité que nous allons avoir choisie. Donc, par exemple, nous, en soins de première ligne, on va devoir travailler soit en groupe de médecine de famille, ça pourrait être aussi, les urgences vont être considérées en dispensaire là, au niveau du Grand Nord québécois, par exemple, là, au niveau des communautés autochtones. Mais je vous dirais en général, les infirmières praticiennes spécialisées, en fait, les infirmières bachelières ou cliniciennes qui décident d'aller faire la formation entre 2 et 20 ans d'expérience comme infirmière déjà à la base. Par la suite, on va aller faire une maîtrise en sciences infirmières, puis on ajoute un diplôme d'études supérieures là, spécialisé qu'on appelle DESS, qui inclut un stage là, de 950 heures auprès de la clientèle visée. Et donc, ça totalise de 75 à 78 crédits là, au 2e cycle universitaire. Donc, on sait qu'une maîtrise, c'est 45 crédits. On va avoir environ jusqu'à 30 quelques crédits supplémentaires au 2e cycle. Donc, le but, en fait, là, au niveau du 2e cycle, c'est vraiment d'aller enrichir nos compétences en pratique infirmière avancée. Donc, vraiment d'acquérir des nouvelles compétences là, au niveau, évidemment, de la physiopathologie, de la pharmacologie, mais aussi de vraiment être capable d'effectuer une démarche clinique et diagnostique, là, comme nos collègues médecins, en fait. Parce que l'infirmière, lorsqu'on fait un baccalauréat, on n'a pas la même pensée, en fait, ni le même raisonnement clinique là, que nos collègues médecins. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon là, de questionner les patients. Puis, comme je disais tout à l'heure, on doit faire un examen de certification là, pour avoir notre certificat de spécialiste. Donc, la pratique infirmière avancée, c'est un terme assez large là, qui va vraiment aller chercher une spécialité, en fait, là, au niveau infirmier. Donc, on va aller vraiment faire en majorité du temps là, des soins directs à la clientèle, de 70 à 80 du temps et même par moment plus. Puis, le reste de notre pourcentage de temps là, de travail, on va aller faire de la formation à nos futurs collègues, de la supervision, on va faire de stagiaires, on va aller travailler en recherche ou autre. Donc, dans notre 70 à 80 de la pratique IPS en soins directs aux usagers, on va aller vraiment faire de la promotion de la santé, la prévention de la maladie. C'est une de nos forces, je dirais, là, comme infirmière praticienne. Donc, c'est vraiment pas seulement de dire aux patients, ben vous avez un diabète, voilà les médicaments que je vous prescris, mais vraiment aller, en fait, essayer d'aller prévenir ce diabète-là initialement quand on prend en charge des patients, mais aussi aller regarder tout ce qu'on peut faire là, de façon non pharmacologique aussi avant. On va vraiment travailler d'une façon qu'on va avoir des décisions partagées avec vous comme patient, mais aussi avec la famille ou les proches. Puis notre démarche clinique est vraiment rigoureuse là, pour y arriver, évidemment. Puis on a vraiment une approche là, holistique ou en fait là, qui est biopsychosociale. Là, on travaille vraiment en partenariat, dans le fond, avec nos patients. Donc, comme je disais, le 20 à 30 de la pratique, là, on va aller faire beaucoup d'enseignements, beaucoup de supervision de nos futurs collègues infirmières praticiennes, mais on va aller faire aussi beaucoup de mentorat et du coaching avec nos collègues infirmières.
On va leur donner de la formation, on va leur donner des conseils, on va les soutenir aussi dans leur pratique clinique. Puis, on va les faire, plusieurs s'investissent aussi au niveau de la recherche. Donc, on va aller faire évidemment de l'évaluation des problèmes de santé. Donc, notre évaluation, c'est une évaluation vraiment avancée selon la complexité et la situation de santé. Donc, on a une démarche clinique qu'on appelle qui est vraiment structurée, qui va nous conduire finalement à être capable de poser un diagnostic qui peut être provisoire ou qui peut être final. Dans notre prise en charge thérapeutique, on va vraiment y aller à la lumière des différentes études, des différents résultats probants qu'on appelle. Puis, on va, comme je disais tantôt, aller identifier tout ce qui est non pharmacologique pour le traitement des maladies, mais aussi les mesures pharmacologiques que nous pouvons prescrire, puis qui vont être ciblées et adaptées, évidemment, selon chaque patient. On va vraiment avoir une collaboration là, autant avec nos médecins partenaires qu'avec les autres professionnels avec qui on travaille. Donc, l'intensité de collaboration va vraiment varier selon les besoins du patient. Puis, évidemment, comme je disais, notre collaboration en partenariat avec les usagers est très importante, avec la famille et les proches aussi. Puis, au niveau plus de l'éthique, ben, on va aller aussi reconnaître les divers conflits d'intérêts, puis on peut aller agir au niveau éthique. Donc, la relation de partenariat avec l'usager est importante pour individualiser les stratégies de promotion de la santé. Comme je disais tantôt, on va mettre l'accent sur tout ce qui est promotion, prévention de la maladie et des blessures. Puis, on parle beaucoup aussi de notre rôle de leader là, au niveau clinique, en fait, là, pour vraiment aller travailler avec les membres de l'équipe intra- ou interprofessionnelle pour vraiment aller viser l'amélioration des pratiques cliniques qu'on veut intégrer au sein de nos milieux. Puis soutenir nos collègues. Il y a plusieurs types de clientèle ou milieux que les IPS exercent, donc on va regarder ça ensemble. Madame Levasseur, je suis désolée de vous interrompre. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Ça me donne l'idée de demander est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions en cours de route ou on attend à la fin? Il n'y a pas de problème. On peut y aller. Si jamais je sais qu'on y arrive, je pourrais vous dire qu'on va les aborder. Excellent, merci. J'ai M. Paul Saint-Laurent qui a levé sa main. Oui, bonjour. Bonjour. CRDP, Montérégie-Ouest. Moi, je me demandais, vu la pénurie de médecins de famille, est-ce que l'IPS peut remplacer un médecin de famille et quel est le mécanisme d'accès pour que vous suiviez un patient? Oui, c'est une excellente question. En fait, on peut effectivement, on n'aime pas le terme remplacer le médecin de famille parce qu'en fait, c'est vraiment une prise en charge qui va être, oui, par l'infirmière praticienne spécialisée, mais avec en fait un médecin qui va être collaborant qu'on appelle, avant on l'appelait partenaire, là. Puis, on voit vraiment la prise en charge en fait des patients selon un groupe de médecine de famille, donc un GMF. Donc oui, on est en attente là, de prochains développements, mais comme moi, par exemple, j'ai des patients qui sont pris à mon nom avec un médecin partenaire et c'est moi qui les vois en fait toujours jusqu'à temps qu'il y ait un épisode de soins qui pourrait être trop au-delà en fait de mon champ d'exercice ou de mes compétences, que là, mon médecin collaborant va entrer en lien à ce moment-là. Puis pour, dans le fond, être prise en charge par un infirmière praticienne spécialisée, je vous dirais que dans les CIS ou dans les CIUS de vos régions, souvent, là, il va y avoir des indications pour dire où sont les infirmières praticiennes spécialisées puis comment vous pouvez être prise en charge par celles-ci. Si je continue avec les clientèles, dans le fond, par les classes de spécialisés, comme je disais tantôt, pour les IPS en néonatologie, principalement, il va être auprès de nouveau-nés prématurés ou à terme. Puis c'est des bébés qui vont avoir des problèmes de santé très complexes en général, là, qui vont être suivis dans des unités de soins intensifs. Puis c'est souvent dans les centres tertiaires et quaternaires qu'on va les retrouver. On a nos IPS en soins aux adultes qui vont travailler essentiellement auprès de clientèle adulte et des aînés,
là encore, ça va être des problèmes de santé qui sont complexes ou très complexes, là. Généralement, c'est des problèmes de santé chroniques, mais qui vont avoir des épisodes qui peuvent être aigus ou même critiques par moment. Puis, elles vont quand même aussi s'assurer là, au niveau des problèmes de santé mentale, là, parce qu'on sait que les patients qui ont des problèmes des maladies chroniques là, vont souvent aussi, par moment, avoir certaines difficultés au niveau de la santé mentale là, en termes avec ces maladies-là. Donc, elles vont pouvoir intervenir. Pour les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, ben nous, c'est un peu de la médecine familiale. Donc, on va aller des nouveau-nés jusqu'à nos patients aînés. On passe par les adolescents, les adultes et les femmes enceintes aussi. Donc, ils sont suivis dans des soins de proximité. Pour les IPS en santé mentale, ça va être des personnes de tous âges, en fait, là, autant des enfants que jusqu'à la clientèle aînée. Puis, elles peuvent être en service de proximité, donc en première ligne, mais on va aussi souvent les retrouver là, en deuxième ou en troisième ligne, donc avec des soins de santé mentale qui sont beaucoup plus complexes. Donc, les IPS en soins pédiatriques, là, on parle des enfants jusqu'à l'adolescence. Puis, elles aussi sont présentes généralement là, dans des milieux de deuxième et troisième ligne ou même des centres quaternaires. Donc, comme des petits exemples de milieux, là, vraiment, pour les IPS, en néonatologie, on a dit les soins intensifs, on peut avoir les soins intermédiaires, ils vont souvent être sur des unités de transport néonatal ou près des salles d'accouchement. Pour les soins aux adultes, j'en ai nommé tantôt, là, neurologie, pneumologie, oncologie, cardiologie, néphrologie, de la chirurgie thoracique, de la médecine interne, et il y en a d'autres en développement. Elles vont être sur des unités de soins de courte durée ou aux soins intermédiaires, même certaines en soins intensifs, peuvent être en unité d'hémodialyse ou autre. Nous, en première ligne, on est en CLSC, on est en groupe de médecine de famille, donc en GMF, des groupes de médecine de famille aussi universitaires ou réseau qu'on appelle. Il y en a quelques-unes qui sont en dispensaire. On fait des soins à domicile aussi. On pourrait être dans les urgences là, quand il y a vraiment des problèmes de couverture dans certaines régions pour du sans rendez-vous. On s'occupe de cliniques de réfugiés, on va en centre de détention, en centre de protection de la jeunesse et tout récemment quand même beaucoup plus en centre d'hébergement de soins de longue durée. Pour la santé mentale, même chose, les mêmes endroits de première ligne, c'est les groupes de médecine de famille, mais elles vont évidemment aller dans des endroits plus spécialisés comme des centres de dépendance, de l'urgence psychiatrique, des cliniques externes de psychiatrie, excusez-moi, ou les unités de soins là, de psychiatrie. Puis, pour les soins pédiatriques, même chose, soins intermédiaires pédiatriques ou unités de soins intensifs. Il y a les soins palliatifs pédiatriques, les urgences, les cliniques externes, puis certaines cliniques spécialisées. Je voulais glisser un petit mot là, pour le CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez qu'avec la COVID, hein, ça a été durement touché. Initialement, quand Christine et moi, on est des plus vieilles infirmières praticiennes, ça fait plusieurs années qu'on a terminé notre cursus de formation. Mais initialement, quand on a commencé, on ne pouvait pas aller travailler en CHSLD comme infirmière praticienne. Donc, il y a eu un projet vitrine qu'on appelle, là, qui a été fait dans 6 CHSLD, dans 6 régions différentes, qui était un projet de recherche, en fait, là, pour aller démontrer, voir s'il y avait un avantage d'ajouter des infirmières praticiennes spécialisées dans ce type de milieu-là. La réponse a été oui. On a démontré en fait qu'il y avait une déprescription qui était vraiment optimale. Les patients avaient moins aussi de prescription de médicaments antipsychotiques dans ces milieux-là. Il y avait un bel accompagnement en fait des infirmières praticiennes aussi auprès de leurs collègues infirmières. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un milieu qui a été accepté, là, qui a été introduit pour les infirmières praticiennes en soins de première ligne. Maintenant, pour les plus vieilles infirmières praticiennes qui ont eu une formation avant 2017, on a une formation complémentaire de 35 heures là, à faire. Puis par la suite, on peut aller travailler en CHSLD. Comme vous savez, pendant la pandémie, là, les CHSLD ont été durement touchés. Là. Moi, je suis dans la région de Laval, donc ça a été une hécatombe à certains endroits. Et rapidement, on a été plusieurs à être déployés là, dans ces CHSLD-là pour soutenir les équipes médicales, mais aussi les équipes infirmières.
Et depuis ce temps-là, plusieurs infirmières praticiennes dans la région, mais aussi dans la province, travaillent là, en CHSLD. Puis je vous dirais que plus nombreuses nous sommes dans ces endroits-là et plus on en veut. Donc, actuellement, c'est vraiment un milieu de soins là, qui est en grande promotion. Je cède la parole à Christine. Donc, si on va donc vers une autonomie optimale, ce qu'on veut dire par là, c'est justement les changements réglementaires qui ont eu lieu cette année. En fait, c'est qu'avant ces changements réglementaires-là, il y avait beaucoup de va-et-vient, comme je vous disais, dans les rendez-vous. Vous aviez beaucoup à vous déplacer entre une praticienne et un médecin. Il y avait des désavantages là, qui étaient présents, qu'on essayait de pallier beaucoup dans notre pratique clinique, mais on voulait mettre un terme à ça, pour s'assurer que les services soient fluides. On veut augmenter l'accessibilité. Donc, si on dédouble des rendez-vous, on ne fait pas d'accessibilité, puis notre objectif, c'était vraiment l'accessibilité. C'est d'ailleurs le sens de la loi qui a été changée là, le 25 janvier. Alors, si on regarde dans nos activités, les infirmières ont déjà 17 activités réservées au Québec. Donc, les infirmières praticiennes, comme on est déjà infirmière avant d'être infirmière praticienne, on a toutes ces activités-là qui sont dans notre champ de pratique. Puis pour vous autres, bien, vous êtes habitués de travailler avec des infirmières. Ce qui est nouveau, c'est les infirmières praticiennes, puis d'essayer de départager les rôles. Puis il y a tellement de titres d'infirmières au Québec, même nous autres, on en perd notre latin. Fait que j'imagine que dans le réseau de la santé, c'est pas toujours évident de s'orienter. Qu'est-ce qui est différent dans nos activités, les infirmières praticiennes, d'où la formation de deuxième cycle qu'on a fait, c'est qu'on peut prescrire de façon autonome. Donc, dans le fond, ça commence par l'évaluation qu'Isabelle vous a parlé. À un moment, on va arriver au diagnostic. Poser des diagnostics, il y a seulement les médecins qui pouvaient le faire. Maintenant, on peut le faire, puis on n'a pas vraiment de restrictions. La restriction, c'est nous autres qui se l'imposent selon notre niveau de confort, de connaissance et de compétence. Si on n'est pas confortable, on ne posera pas le diagnostic. On établit les diagnostics sur les mêmes critères scientifiques que les équipes médicales le font. Ensuite de ça, on peut prescrire des examens, que ce soit des prises de sang, des analyses d'urine, il n'y a aucun problème. On peut prescrire des techniques particulières, par exemple de la cryothérapie pour brûler des verrues. On peut drainer des abcès, faire des points de suture. On peut demander des échographies, des radiographies, des tachos cérébrales, toutes sortes d'imageries diverses pour amener à terme la recherche qu'on est en train de faire sur les diagnostics, puis venir conclure est-ce que c'est ça ou ça ne l'est pas. Donc, on est autonome pour le faire. On peut aussi nous-mêmes utiliser des techniques plus invasives. On peut, par exemple, si je vais dans le plus léger, faire des examens gynécologiques, un toucher rectal si nécessaire, installer un stérilet, retirer un stérilet, ou ça pourrait être installer une canule artérielle, la retirer, faire une défibrillation. Par exemple, une IPS en cardiologie peut faire de la défibrillation. On peut faire là vraiment un éventail de techniques différentes selon le milieu où on va travailler. Et on effectue le suivi des grossesses. Quand on parle de suivi de grossesse, bien, actuellement, c'est les infirmières praticiennes en première ligne. Donc, comme Isabelle et moi, c'est nous qui travaillons dans les CHSLD. C'est aussi nous qui faisons les suivis de grossesse. C'est aussi nous qui faisons les suivis des enfants normaux dans une approche là, complète. Donc, dans nos activités en soi, les nouveautés de cette année, c'est vraiment le diagnostic, être autonome pour déterminer le plan de traitement pharmacologique qu'on va faire et effectuer le suivi des grossesses pour des grossesses avec plus de latitude quand il y a certains critères de grossesse à risque un petit peu plus élevé. Alors, c'est un gros changement pour nous. Quand je vous disais que ça avait amené un impact sur un ensemble de lois et règlements, ce que ça fait, c'est que dans notre travail quotidien, quand vous venez nous voir aussi, bien, des fois, vous avez besoin de faire renouveler un permis de conduire. Vous avez un certificat médical à faire remplir complémentaire, par exemple, en lien avec ça ou en lien avec un accident de travail. Donc, c'est sur ça que c'est venu ouvrir aussi. Ça peut même être en lien avec quelqu'un qui se trouve à avoir un besoin financier pour l'école. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble d'adaptation avec ou sans hyperactivité, de l'autisme ou autre, et qui a besoin de faire remplir un certain certificat. Alors, si on y va un petit peu plus en détail, on peut regarder dans la loi sur les accidents de travail, les maladies professionnelles, c'est tout ce qui est déclarer une situation pour obtenir un soutien financier, par exemple. On va pouvoir aller de l'avant, remplir le formulaire. Dans la loi sur la santé et sécurité au travail, tout ce qui touche les retraits préventifs pour une femme enceinte
ou qui allaitent, on va pouvoir remplir la documentation. Au niveau des permis de conduire, ça peut être soit une demande d'évaluation particulière pour le permis de conduire, ça peut être un changement de classe de permis de conduire, ça peut être tout en lien avec des nouveaux problèmes de santé, par exemple, nouveau diabétique, nouvellement épileptique, ou il y a quelqu'un qui était stable depuis longtemps dans son problème de santé, puis il y a un changement qui nécessite une réévaluation au niveau de son permis de conduire. On va pouvoir aller de l'avant en complétant les formulaires. L'autre chose aussi, c'est quand il y a des accidents de voiture, tout ce qui est le transport, les services, les équipements, par exemple, des orthèses qui seraient nécessaires maintenant ou un vêtement spécialisé, l'utilisation d'une chaise roulante, on va pouvoir remplir la documentation pour que ce soit possible pour les patients de l'obtenir. Pourquoi c'était important? Parce que dans le suivi, comme Isabelle vous a mentionné tantôt, on fait la prise en charge complète de la personne. La personne, quand elle vient me voir, elle s'attend à rentrer et à sortir avec tout ce qu'elle a besoin et non pas de rentrer avec moi, faire une évaluation, je vais en parler au médecin, elle va avoir un autre rendez-vous pour finir le document ou pour signer le document. C'est ce qu'on faisait avant les changements législatifs et qu'on ne fera plus. Maintenant, vous rentrez dans le bureau, on est capable de le faire tout de suite. Avant, vous étiez obligé de nous laisser. On faisait un lien avec le médecin. Là, vous rentrez dans le bureau, on s'occupe de tout. Pour ce qui est de l'assurance maladie du Québec, là aussi, il peut y avoir des certificats médicaux à remplir. Ça peut être, par exemple, temporairement, quelqu'un qui ne peut pas prendre une photo, un accident de voiture, c'est la période pour faire les renouvellements de permis, il ne peut pas faire la photo, ou encore, il ne peut pas signer, il y a une blessure à la main, il n'est pas capable de signer son permis. On peut attester de cette présence-là, de la problématique temporaire, et à ce moment-là, la personne va pouvoir avoir son permis en conséquence. Ça peut être un examen qui est requis par un employeur, par exemple, ou encore demander la non-substitution d'un médicament. Vous savez, maintenant, avec les médicaments génériques, des fois, vous avez l'original, des fois, vous ne l'avez pas. Bien, on peut demander de ne pas substituer un médicament si on considère que vous avez besoin de l'original. Ensuite, on a tout ce qui touche la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Tout ce qui touche la garde préventive, quand, par exemple, il pourrait avoir un danger pour la personne, on peut demander une garde préventive et à ce moment-là, l'infirmière praticienne peut maintenant elle-même l'autoriser. Tout ce qui touche les garderies, et puis les niveaux scolaires, quand on parlait de niveau scolaire, tantôt, je vous ai parlé de certificats médicaux. Par exemple, quelqu'un qui veut étudier à l'École nationale de police ou des pompiers du Québec a besoin de faire remplir un certificat. Quelqu'un qui veut ouvrir une garderie a besoin de faire remplir un certificat. Donc, on est en mesure de le faire. Ensuite, tous les règlements sur l'aide financière aux études, que ce soit des frais de médicaments, des soins de chiropraticiens pour les étudiants, on va être en mesure de les autoriser. Le règlement sur les services de garde, il y a aussi en service de garde, il y a des diètes spéciales, par exemple, qui peuvent être nécessaires ou des collations, ou des fois, c'est pour permettre aux éducatrices en garderie de remettre du Tylenol ou de mettre une crème contre les insectes aux enfants. Donc, on va pouvoir l'autoriser. Et il y a des périodes aussi où on doit autoriser l'utilisation de produits de lait maternisé dans des contextes particuliers avec des critères spécifiques. On va pouvoir l'autoriser. Autre chose, tout ce qui est ressources en dépendance, quand quelqu'un veut rentrer, par exemple, dans un centre de dépendance pour arrêter de prendre de l'alcool, par exemple, ça prend des prescriptions à l'entrée, des mises à jour au niveau du traitement pharmacologique de la personne. Donc, on va à ce moment-là pouvoir faire les prescriptions pour que la personne puisse rentrer avec toute sa médication à temps au moment de son hébergement. Dans les centres de détention, les prisons en soi, il y a des examens physiques invasifs qui sont faits en centre correctionnel qui pourraient être faits par une infirmière praticienne. Ensuite de ça, tout ce qui touche le règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, tous les frais de transport, d'hébergement, de taxi ou d'ambulance pour déplacer, disons, une infirmière praticienne qui a un patient en centre hospitalier, qui va le déplacer dans un autre centre hospitalier ou encore un CHSLD, elle va pouvoir à ce moment-là émettre la recommandation pour que ce soit possible. Ensuite, tout ce qui touche la loi sur la santé publique, il y a des maladies qui sont à déclaration obligatoire. Par exemple, ici, je vous donnais les exemples de quand il y a une exposition chimique environnementale ou l'amiantose. Par exemple, il y en a une longue liste, là. À ce moment-là, on va pouvoir, nous, de façon autonome, déclarer la maladie obligatoire pour la santé publique.
Et finalement, il y a la loi sur l'assurance hospitalisation. Si on considère, par exemple, que l'état de santé de la personne fait en sorte qu'elle ne peut pas être dans une chambre au commun, ça prendrait une chambre semi-privée ou privée, on va pouvoir émettre notre recommandation, signer les documents en conséquence pour que ce soit possible. Puis, par exemple, certains médicaments, des prothèses, des orthèses nécessaires en centre hospitalier, par exemple, on pourrait aller de l'avant et remplir la documentation nécessaire sans passer par un médecin pour le faire. Il y a des travaux qui sont encore en cours. Tantôt, vous nous demandiez, tu sais, on peut-tu avoir une infirmière praticienne justement pour faire notre suivi? Bien, oui, vous pouvez. Ça, vous pouvez déjà le demander. Par contre, actuellement, la loi ne permet pas encore que l'inscription de la clientèle soit faite au nom de l'infirmière praticienne, de sorte que vous êtes suivi par l'infirmière praticienne, mais il y a obligatoirement le nom d'un médecin aussi associé dans le dossier. Alors, vous allez quand même voir l'infirmière praticienne tout le temps, mais si à un moment donné, il y avait des questionnements particuliers, des soins plus spécifiques que l'infirmière praticienne voudrait avoir une opinion médicale, elle va se référer à ce médecin-là qui est inscrit au dossier. L'autre chose aussi où on a des travaux encore à faire, c'est qu'on a le droit en tant qu'infirmière praticienne de vous référer en médecine spécialisée. Par exemple, en première ligne, si je veux référer à un cardiologue ou un dermatologue, on a le droit de le faire, mais il y a des lois qui doivent être modifiées pour permettre qu'on puisse utiliser les mêmes centrales que les équipes médicales. Donc, actuellement, comme ce n'est pas encore fait, on peut le faire sans passer par la centrale, mais on s'est rendu compte que des fois, des patients peuvent être pénalisés. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par la centrale, mais on est obligé de mettre le nom d'un médecin au dossier. Bon, pour nous, pour vous, ça présente des enjeux. C'est pour ça qu'on travaille sur le dossier, parce que le résultat va revenir à ce moment-là au médecin qui n'est pas celui qui fait votre suivi, mais qui est quand même associé avec votre dossier. Donc, on est correct par rapport à ça, mais on voudrait que ce soit nous, étant donné qu'on le prescrit, qu'on puisse faire le suivi sur ce qu'on a demandé dans les meilleurs délais. Il y a des formulaires qui ont besoin d'être validés. Par exemple, le formulaire en lien avec le chômage, l'aide sociale. Donc, de s'assurer qu'on est correct, que si on remplit le formulaire, le patient n'aura pas de pénalité ou de retard parce que ça a été fait par l'infirmière praticienne. Et souvent, c'est qu'il faut attacher tous les travaux dans les différents organismes. Il y a du monde qui ne savent pas que les lois ont changé. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir des questionnements. Je vois que M. Saint-Laurent, peut-être une question, M. Boucher. Oui, j'ai quelques questions aussi qui ont été écrites. On y reviendra à la période de questions. Pour le moment, non, les questions ont toutes été écrites. M. Saint-Laurent, vous vouliez parler? Non, je n'ai pas autre chose. Ah, je voyais la main, c'est pour ça. Bon, ben écoutez, j'ai presque terminé, fait qu'on va pouvoir en plus passer à la période de questions, donc c'est parfait. Dans le fond, ce qui me restait à vous dire, c'est qu'il y a des travaux. La loi fait en sorte que les infirmières praticiennes, tout ce qui touche les accidents de travail, la CNSST, on peut aller de l'avant. Il y a encore des technicalités à gérer, donc ce n'est pas possible. Ça peut donc arriver que si vous avez une infirmière praticienne, vous la rencontrez, que ça ne puisse pas être fait. Tout ce qui touche l'aide médicale à mourir, les niveaux de soins médicaux, les admissions et les congés hospitaliers, c'est tous des travaux là, qui sont encore en cours, ça aussi, qui découlent des changements réglementaires et qui vont venir pour que vous soyez en mesure de compléter votre épisode de soins tout avec la même personne idéalement. Alors, tout ça, le but, c'était vraiment d'améliorer l'accès aux soins, aux services de santé, de réduire les délais pour que vous soyez vus, mais aussi pour qu'on puisse débuter les traitements dont vous avez besoin. On a, pour nous, pour la profession, évidemment, ça a été une grande avancée. On est content, on est satisfait de la belle évolution qui se présente actuellement parce qu'on pensait que ça serait dans 10 puis dans 15 ans, quand Isabelle et moi, on s'est parlé en 2015, excusez, pour la première fois, on visait quelque chose dans un rayon de plus de 10 ans et on a déjà accès à une grande partie du rôle qu'on souhaitait pour vous. Alors, tout ça pour dire que maintenant, on se fait longtemps que vous entendez dans les médias parler de la bonne raison de consultation avec le bon intervenant au bon moment. Bien, c'est ça qu'on souhaite vous offrir maintenant. Et voilà une partie des travaux qui ont été faits pour que ce soit possible. Alors, sur ça, bien, on est prête à prendre vos questions, justement. Merci beaucoup, Madame Laliberté et Madame Levasseur. Effectivement, j'ai des questions qui ont été posées un petit peu plus tôt. Peut-être on pourrait juste, pour se voir un petit peu, enlever la présentation. Oui, absolument, j'enlève ça. C'est toujours bien fun de voir les gens. Alors, première question, s'il vous plaît.
par Mme André Dubois, là, s'il vous plaît, donnez un exemple de la synergie possible entre IPS et pharmaciens dont les pouvoirs ont aussi été accrus dernièrement. Oui, bien, en fait, on travaille déjà beaucoup avec les pharmaciens de façon générale. Quand on est en première ligne, il y a des groupes de médecine de famille qui ont déjà un pharmacien qui est sur place. Sinon, on travaille avec les pharmaciens communautaires. On peut, par exemple, demander une révision de dossier pour alléger la charge pharmacologique et diminuer le nombre de médicaments, par exemple, qui sont utilisés. Est-ce que c'est encore nécessaire, pas nécessaire? On peut faire le lien aussi quand il y a des problèmes de santé. Je vous donne un exemple. Ici, on a une pharmacie en dessous de la clinique. Un patient se présente avec une problématique à l'œil. Le pharmacien n'est pas en mesure de l'évaluer pour remettre la médication. Il va nous l'envoyer à la clinique pour l'évaluation, puis on va prescrire, puis il va pouvoir poursuivre. Maintenant, les pharmaciens ont des droits supplémentaires. C'est sûr, c'est toujours une question d'évaluation. Est-ce qu'ils ont besoin ou non de faire évaluer la personne? Donc, on est complémentaires. Si on veut chacun s'offrir une case dans le réseau de la santé, bien, il faut justement utiliser tous les deux nos compétences de façon maximum, collaborer ensemble. Puis, ce qui est important, là, vous me demandez l'exemple pharmacien, infirmière, praticienne. Moi, je vous le donnerai pour tous les professionnels. Il faut arrêter d'avoir de la compétition dans nos professions parce que vous avez des grands besoins. On a des grands besoins parce que nous aussi, on fait partie de la population qui aura besoin de services. Puis je pense que si on veut être optimal au Québec, bien, c'est ça, c'est de miser sur nos forces chacun pour s'offrir des services en complémentarité et non pas tenter de prendre une part de marché, de type de service. Et on s'en va vraiment vers ça actuellement. Là, je pense que c'est une belle avenue. J'espère que ça répond à la question. Merci. J'ai Mme Noëlla Jean qui demande dans quelle région y a-t-il eu des projets vitrines? Oui, ça a été dans la région des Laurentides, dans Montérégie-Centre, Chaudière-Appalaches, nord de l'île de Montréal, centre-sud de l'île de Montréal, puis la Mauricie-Centre du Québec. Donc, ça a été les 6 premières régions où il y a eu des projets vitrines. Mais maintenant, dans la majorité des régions au Québec, là, il y a des infirmières praticiennes dans toutes les CHSLD. Merci beaucoup. Je passe à la prochaine question qui est de Mme Simoneau. Est-ce que l'IPS peut rendre visite à une personne âgée dans une résidence pour personnes âgées pour un suivi médical? Oui, c'est possible de le faire. Il y a des milieux où, jusqu'au 25 janvier, il fallait que le médecin fasse des soins à domicile ou accepte que l'infirmière puisse y aller puis donner un renfort. Mais maintenant, c'est possible d'y aller, même si ce n'est pas le cas. C'est sûr qu'on travaille en collaboration si on a besoin d'un médecin pour une contribution à la suite de notre visite. Bon, c'est toujours mieux quand on est déjà bien en collaboration pour ce faire, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Merci beaucoup. Judith demande, voyez-vous un rôle particulier pour l'IPS dans les nouvelles maisons des aînés concernant la volonté de changement de culture? Bien, c'est sûr que oui. Bien, les infirmières praticiennes, Isabelle, tu voulais-tu parler? Vas-y, vas-y. OK. Bien, tu pourras venir avec moi aussi là-dessus. Écoutez, nous, on est en faveur de milieu de vie, de milieu de soins, de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression que c'est médicalisé, qu'ils sont à l'hôpital, mais qu'en même temps, ils reçoivent des soins et services. Puis nous, c'est un peu notre vision, les infirmières en général. Donc, c'est clair que la contribution pourrait être super à ce niveau-là. Ça, c'est certain. Isabelle, t'avais-tu autre chose à compléter? Bien, dans le fond, les maisons des aînés, c'est juste, je pense que c'est au niveau organisationnel, en fait, c'est différent. C'est des soins comme en centre d'hébergement de longue durée. Donc, c'est certain que l'approche, en fait, là, il y a beaucoup, au niveau des CHSLD, les troubles neurocognitifs amènent beaucoup, en fait, de symptômes comportementaux de la démence, là. Donc, je vous dirais que c'est vraiment ça qui est le core, là, que je pourrais appeler, excusez-moi le terme anglais, là, des soins là, à ces usagers-là. Donc, moi, comme étant en CHSLD, là, je fais beaucoup d'enseignements là, aux préposés, aux infirmières auxiliaires, aux infirmières cliniciennes aussi, là, de mon milieu, pour vraiment regarder avec eux
quelle façon non pharmacologique on peut utiliser, en fait, là, pour vraiment aller aider nos patients. Donc, ça va être la même chose au niveau de la maison des aînés. Là, nous, on va en avoir qui vont ouvrir à Laval, puis c'est déjà dans les plans là, que les infirmières praticiennes vont faire partie des équipes aussi, là, vraiment pour soutenir, en fait, les équipes de soins. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, en fait, de Mme Barry, qui demande, pouvez-vous diagnostiquer les troubles neurocognitifs, anciennement démence, et si oui, quel IPS, santé mentale ou première ligne, ou soins aux adultes? En fait, actuellement, on a un gros enjeu au Québec. C'est ce qui nous reste à travailler, là, qui n'existe pas dans le reste du Canada. C'est qu'il y a eu, dans nos règlements, dans les lois, basées sur un règlement de 2014, en fait, la seule infirmière praticienne autorisée à évaluer les troubles mentaux, à poser des diagnostics, c'est celle qui est en santé mentale. Actuellement, il y en a peu et les infirmières praticiennes en soins de première ligne, c'est elles qui travaillent auprès de la clientèle visée le plus. Il y a quelques-unes IPS en soins aux adultes qui commencent aussi à travailler sur des unités de gériatrie, mais elles n'ont pas le droit, elles non plus, actuellement. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Là, vous allez sûrement nous entendre encore en parler là, dans les prochains mois parce que c'est ce qu'on travaille, c'est que la formation nous permettrait, les infirmières de toutes les classes de spécialité, d'évaluer les troubles mentaux en termes de formation, mais de façon réglementaire, on n'a pas le droit de le faire. Alors, on est à essayer de trouver des solutions parce que si on veut améliorer l'accès, là, on parle de troubles neurocognitifs, mais il y a beaucoup, tu sais, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a beaucoup d'autres choses là, qu'on va voir souvent en première ligne. Puis quand il y a des maladies chroniques, bien, c'est pas rare que quelqu'un ait de la difficulté à gérer l'arrivée des maladies chroniques dans sa vie. Donc, on aurait un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Et pour l'instant, seules les infirmières praticiennes en santé mentale peuvent le faire. Et ce ne sont pas elles qui sont auprès de cette clientèle-là au moment où on se parle ou peu nombreuses pour le faire. Donc, à venir. Merci beaucoup. Qui met fin? Non, j'ai une autre question. Il reste quand même quelques minutes. J'ai M. Langlois qui pose une question à laquelle je répondrai à la fin au sujet de l'enregistrement. Madame Véronique Barry, vous ne pouvez pas utiliser le CRDS pour un moment, mais si vous référez, est-ce que... OK. Donc, elle demande, je ne sais pas si vous voyez la question, Madame la Liberté, moi, je la vois. Madame Levasseur. OK. Oui, les médecins spécialistes ont maintenant la même rémunération, en fait, si c'est une infirmière praticienne spécialisée qui les réfère que si c'est un médecin omnipraticien. Donc, il n'y a plus d'enjeu au niveau de la rémunération, ce qui était le cas là, dans les dernières années, puis qui limitait, en fait, là, les références des infirmières praticiennes spécialisées. Donc, c'est vraiment essentiellement un enjeu au niveau de la façon que les CRDS ont été conçus. Là. Au niveau de la loi, c'est nommé que ça doit être fait uniquement par le médecin omnipraticien. Donc, c'est un changement législatif qui doit avoir lieu dans les prochains mois. Merci beaucoup. Donc, on a un commentaire. Belle avancée pour les infirmières, il était temps. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, écoutez, le webinaire tire sur sa fin. Je voudrais remercier Mme La Liberté, Mme Levasseur pour être venue démystifier le rôle de l'infirmière spécialisée. Et puis, ben, on voit qu'il y aura un meilleur accès aux soins de santé, c'est clair. Je vous rappelle donc que le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site Internet. Et puis, s'il y a des questions un petit peu plus précises là, à savoir, est-ce que c'est possible de donner ce webinaire-là à un comité? Bien, je répondrai peut-être par courriel. J'en parlerai à Mme La Liberté par la suite. Oui. Mme Levasseur. Oui. Donc, puis j'ai des commentaires. Là. La présentation était très claire, c'était très beau. Je vous invite aussi, écrivez-moi au RPCU aussi si vous avez des commentaires à propos du webinaire. Je pourrais transmettre aussi. Ça serait bien intéressant d'avoir votre point de vue. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bel après-midi. Merci, puis au plaisir. Si jamais vous avez besoin de suite ou de précision haute, ça va nous faire plaisir en tout temps. Excellent. Merci bien. Bonne journée tout le monde. Est-ce que je peux poser une question comme ça, là? Pour avoir accès, on a parlé tantôt au PowerPoint. Est-ce que vous pensez que c'est possible
d'avoir accès au PowerPoint? Oui, oui, on va vous arranger ça. OK, un gros merci, parce que c'est très intéressant. Puis il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'informations très utiles. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'est très dynamique. Merci, bonne merci journée. Pour cette question-là. Merci pour cette question. Je vais être en lien avec Mme La Liberté pour ça. Parfait. OK, merci. Parfait. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. Merci.